cette édition, nous irons en France où se tient depuis ce matin la réunion du groupe consultatif sur le plan national de développement 2016-2020. La Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser 7 700 milliards de francs CFA. Les augmentations au-delà de 10% sur les factures d'électricité depuis le mois de juillet 2015 seront remboursées aux clients de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Mais comment se fera le mode de calcul? Nous en saurons davantage dans cette édition. La lutte contre l'exploitation illégale du bois lancée par le ministre des Eaux et Forêts s'accentue sur le terrain. L'unité spéciale d'intervention vient de réaliser un coup de filet. Elle a mis la main sur des milliers de billes de bois coupées frauduleusement à Danamé. Et au Nigeria, le gouvernement tente de trouver une solution pour empêcher la grève annoncée par les syndicats. La grève entre en principe en vigueur demain pour protester contre la hausse des prix du carburant. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au bureau de la Banque mondiale à Paris. Le pays vient de mobiliser 7 700 milliards de francs CFA au premier jour de la réunion du groupe consultatif pour le plan national de développement 2016-2020. Le gouvernement ivoirien, je rappelle, recherchait 4 425 milliards de francs CFA. Le secteur public était à l'honneur aujourd'hui et demain, les discussions se poursuivent avec les investisseurs privés. Franck Wadio est notre envoyé spécial à Paris. 2012 à 2015, le premier plan national de développement dans les trois orientations, la paix, la sécurité, la réconciliation nationale et la relance économique, à partir des acquis de ce PND, était élaboré un second plan. À Paris, le groupe consultatif pour le financement de ce plan dirigé par le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, plante le décor. 1 million de personnes sont sorties de la pauvreté. Je crois que c'est de l'argent bien placé et nous souhaitons accélérer ce mouvement pour 2020. Avec une transformation structurelle de l'économie ivoirienne, d'une part, mais aussi la diminution de moitié du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire sur les 5 ans à venir. Et pour convaincre les partenaires extérieurs, des efforts pour une meilleure gouvernance ont été faits. Les efforts ont porté sur le dispositif juridique, mettre en place des tribunaux spécialisés pour prendre en charge de façon rapide et efficace toutes les questions commerciales. Donc c'est un ensemble de mesures. Il a parlé de la formation, l'éducation et la formation, sur lequel doit être mis un accent particulier, la promotion du genre et évidemment celle de la jeunesse également. Il a parlé donc de la transformation de notre économie également qui est important. Donc la construction d'infrastructures, c'est tous ces points et tous les axes que le Premier ministre a développés. Développement bien perçu. La Banque africaine et la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale l'ont relevé. On voit que la croissance africaine va diminuer en 2015, 2016 et 2017. Pour éviter ces chocs, il faut transformer au maximum vos ressources sur le plan intérieur. Et c'est en ce sens qu'il faut saluer ce deuxième plan de la Côte d'Ivoire qui se fonde sur la transformation structurelle de l'économie. De bonnes dispositions. Reste à obtenir les fonds. Et après plusieurs consultations dans l'après-midi, la bonne nouvelle, le groupe a obtenu le double des projections à 7 700 milliards de francs CFA, dont 5 000 dont de la Banque mondiale. Le gouvernement envisageait de mobiliser au cours de cette journée la somme de 4 425 milliards de francs CFA, soit autour de 8,8 milliards de dollars US, toujours avec le taux de 500 francs CFA pour $1. Mais de ce qu'on nous indique, les engagements actuellement fournis ont dépassé 15 milliards de dollars. Première journée de discussion, les choses s'annoncent bien. Place désormais aux rencontres du mercredi 18 mai avec le secteur privé. Alors, bonne nouvelle donc pour la Côte d'Ivoire. Je vous invite maintenant à faire une projection dans l'avenir. Que sera la Côte d'Ivoire en 2040? Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, ainsi que le patronat ivoirien se sont posé cette question. Pour en savoir un peu plus, le Bureau et le patronat ont mené des études distinctes. Il en ressort un point commun néanmoins. La Côte d'Ivoire, projetée en 2040, présente de bonnes dispositions pour être un pays développé. Mahama Traoré, Jean-Jacques Kwame. Comment se présentera la Côte d'Ivoire en 2040?
Pour se faire une idée précise, rendons-nous au siège du Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. C'est ici qu'a été réalisée l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Étude qui révèle 3 scénarios possibles et une vision claire pour la Côte d'Ivoire en 2040. Pour les 3 scénarios que nous avons déterminés sont un scénario catastrophe, c'est-à-dire un scénario pessimiste, un scénario tendanciel, c'est-à-dire notre évolution actuelle, et un scénario normatif, c'est-à-dire le scénario souhaitable. Nous avons abouti à une vision pour la Côte d'Ivoire. Elle se formule comme suit. La Côte d'Ivoire, puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Un avenir optimiste pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que confirme également l'étude prospective réalisée par le secteur privé ivoirien et baptisée Côte d'Ivoire, Vision 2040, les défis du meilleur. C'était pour la première fois pratiquement que le secteur privé d'un pays se réunit pour pouvoir élaborer un plan de développement pour le pays sur une génération. L'étude intrinsèquement s'est positionnée sur un scénario optimiste, d'où le titre de l'étude, le défi du meilleur. Si l'optimisme est de mise, tant au niveau de l'État que du privé, la survenance d'un scénario pessimiste n'est pas exclue. Tout le charme de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 qui s'est dotée d'un mécanisme de veille stratégique. Côte d'Ivoire 2040 prévoit de mettre en place un mécanisme de veille stratégique et d'alerte pour mettre à la disposition des décideurs les éléments, les indicateurs stratégiques qui vont permettre d'orienter la prise de décision. Tout est mis en œuvre pour garantir un avenir radieux aux générations futures. Mais tous ces efforts font appel à un éveil de conscience. Chaque Ivoirien doit s'approprier de ce PND, de l'émergence, et se dire, comme la Bidjanaise le dit, fiers Ivoiriens, et le pays vous appelle à pouvoir être un modèle pour l'humanité. La Côte d'Ivoire en est à sa 4e étude nationale prospective, après celle dénommée Côte d'Ivoire 2000, Côte d'Ivoire 2010 et Côte d'Ivoire 2025. Et nous sommes encore en 2016. On va s'intéresser maintenant à la matinale de l'ESCA. C'est un rendez-vous mensuel organisé par les anciens étudiants de l'École supérieure de commerce d'Abidjan. Lors de ce rendez-vous, les anciens étudiants ont planché sur la question du financement des PME par les banques. Invité spécial, Souleymane Diarra-Souba, président de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Il s'est prononcé sur le financement des PME en jeu pour les tissus bancaires ivoiriens. Noël Nyagno. Les banques, leur fonction première, financer l'économie. Elles l'ont démontré de 2012 à 2015 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le ratio financement de l'économie comparé au PIB, on est environ à 24%. Ça veut dire qu'en 4 ans, nous avons gagné environ 7 points. Pendant que l'UMOA a gagné globalement 4 points dans la même période. Deuxièmement, de 2012 à 2015, nous sommes passés d'environ 2500 milliards à 4500 milliards. Donc nous avons pratiquement doublé notre niveau de financement en 4 ans. Seulement voilà, ce financement ne profite pas aux PME, petites et moyennes entreprises. Et pourtant, elles représentent 80% des entreprises normalement constituées en Côte d'Ivoire, donc pourvoyeuses d'emplois. Comment financer les PME par les banques de Côte d'Ivoire de sorte à faire d'elles de vrais leviers de l'économie ivoirienne? Les anciens étudiants de l'ESCA, École supérieure de commerce d'Abidjan, ont consacré une matinée à passer au crible la question avec une référence à la matière. Souleymane Diarra-Souba, président de l'Association des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBF. Pour lui, une piste est à explorer, l'accompagnement des PME. Dans le concret, c'est que les banques doivent aider les PME d'abord à s'équiper. Il faut que le dispositif du crédit bail au niveau comptable et fiscal soit plus incitatif en fait, parce que nous avons un potentiel de financement de l'ordre de 500 milliards de francs CFA. Deuxièmement, il faudra accompagner les PME à financer leurs besoins de trésorerie par rapport au marché qu'ils ont à exécuter, aussi bien au niveau du secteur privé qu'au niveau du secteur public. En plus de l'accompagnement, les dirigeants des PME souhaitent des dispositions fiscales particulières. Il faut que l'État accompagne un peu plus les PME au niveau de la fiscalité, avec un peu plus d'abattement, de dégrèvement, pour permettre aux PME de pouvoir exister. Une somme d'action à éprouver, c'est peut-être le prix à payer pour donner aux petites et moyennes entreprises
toute leur place dans l'économie ivoirienne. On parle aussi agriculture, qui est le socle de l'économie ivoirienne, la relance de la culture du coton. L'État ivoirien en fait sa priorité. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de mettre en place un projet. Il est financé en partie par l'Union européenne. Ce projet vise à équiper les producteurs en matériel de culture attelé. Coût du projet, 3 milliards de francs CFA. Explication, Kwame Kwame, Jean de Dieu de RTI Boaké. Bœufs dressés, multiculteurs, charrettes bovines, charrues, sémoires et pièces de rechange associées. Équipement agricole pour 10 000 producteurs de coton pour la poursuite de la relance de la culture attelée dans le bassin cotonnier. C'est le fruit de la coopération Union européenne intercoton pour accélérer la relance de la filière par le développement de la culture attelée. Coût du projet, près de 3 milliards de francs CFA. Cette phase vient amener les producteurs à participer. Ça veut dire que l'Union européenne paye la moitié et les producteurs payent l'autre moitié. Ce qui doit nous amener au terme à ce que les producteurs eux-mêmes puissent s'engager dans l'achat définitif et même l'acquisition des tracteurs. Le projet de poursuite de la relance de la culture attelée dans le bassin cotonnier vise à lutter contre la pauvreté. Cette remise d'équipement a aussi pour objet de renouveler et de mécaniser les moyens de production agricole. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué que plus de 40 milliards de francs CFA seront investis cette année dans l'agriculture ivoirienne. Sangafoa Mamadou Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a pour sa part remercié l'Union européenne pour le soutien à la Côte d'Ivoire. L'engagement total de l'Union européenne pour permettre à cette filière de survivre et de traverser les moments difficiles cumule à 40 milliards de francs CFA. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Sans la volonté de l'Union européenne, malheureusement, cette filière aurait disparu, avec toutes les conséquences que cela implique. La filière coton constitue 10% des produits d'exportation du pays et fait vivre plus de 4 millions de personnes. Le gouvernement ivoirien a pris dernièrement d'importantes décisions pour lutter contre la cherté de la vie. Les augmentations au-delà donc de 10% sur les factures d'électricité depuis le mois de juillet 2015 seront remboursées aux clients de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Cependant, une question demeure. Comment se fera le mode de calcul? Élément de réponse dans ce reportage d'Adama Kone. Après les explications sur les grandes lignes du remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité, éclairage sur le mode opératoire. La compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, se veut transparente sur la question. Exercice pratique. Sur cette facture, le client avait sa consommation de septembre 2015. Sa conso était de 1200 kWh. Et la facture de septembre était de 106 800 francs. Alors, ce que nous allons faire, c'est de recalculer les mêmes 1200 kWh dans les conditions du tarif de 2012. Donc, nous faisons une facture, on va appeler 2012. Si on est dans ce cas-là, nous avons 89 925 francs. Donc, on voit bien qu'il y a un écart. Un écart de 17 800. Ce qui représente 20% d'augmentation. Ça veut dire que pour cette facture-là, de 1200 kWh, lorsqu'il est calculé avec l'ajustement tarifaire, c'est 106 800. Si on n'avait pas fait l'ajustement tarifaire, c'est 89 925 que le client devait payer. Donc l'écart de 17 000. La décision dit qu'il ne faudrait pas que cet écart-là dépasse 10%. Donc comme on a 20% d'augmentation, nous allons restituer 10% d'augmentation. Ça fait 8 923 francs. Donc vous voyez que dans l'exercice, on passe en revue chacune des factures, on le recalcule sur le modèle de 2012. Et lorsque le seuil dépasse 10%, nous positionnons comme remboursement le surplus. Au total, les augmentations concernent les consommations facturées depuis le mois de juillet 2015. Dont les clients ont en leur possession
la facture de septembre, la facture de novembre, la facture de janvier et la facture de mars. Ça fait 4 factures. Pour les clients qui sont facturés dans le mois pair, ils ont à leur main la facture d'octobre, la facture de décembre, la facture de février et la facture d'avril. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, c'est 4 factures qui sont concernées par cette mesure. Faut-il le rappeler, les abonnés facturés au tarif domestique social évalué à 500 000 clients ne sont pas concernés. Comment reconnaître qu'on est abonné social? Il suffit de regarder en haut à droite de sa facture la mention code 01 qui correspond à cette catégorie. Voilà, je rappelle que c'est le 23 mai prochain que débutera l'opération de remboursement du trop perçu sur les factures d'électricité. Nous partons pour l'Assemblée nationale où les députés sont en formation. Ils se familiarisent au fonctionnement du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. La formation vise à les outiller davantage dans leur mission de gardien des droits de l'homme. L'initiative est de l'Union interparlementaire en collaboration avec le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Michel Digré. Dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles, le Parlement a une contribution à apporter à la promotion des droits de l'homme à travers l'adoption de lois reflétant les normes internationales. Cette formation permettra donc aux députés d'être instruits sur les mécanismes régionaux et internationaux en la matière. Ils pourront par ailleurs se familiariser au fonctionnement du Haut Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est aussi le lieu de saluer l'exemplarité de notre coopération avec l'UIP qui, à intervalles réguliers, nous donne, à nous parlementaires ivoiriens, des opportunités heureuses de mettre à jour notre perception des grands défis et des grandes questions qui impactent la vie de la nation et au-delà de la nation, la vie du monde. Ces travaux devraient aboutir à la création d'une nouvelle instance à l'hémicycle. Il s'agit d'identifier et définir une instance parlementaire qui assure au sein du Parlement la mission spécifique de gardien des droits de l'homme à travers un plan d'action concrète, étant bien entendu que les droits de l'homme sont étroitement liés à la démocratie et à l'état de droit et qu'ils sont aussi au cœur du processus de cohésion sociale et de réconciliation nationale. Cette structure spécifique sera indiquée pour instaurer une coopération entre les autres acteurs de promotion et de protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Ils sont aussi en formation. Il s'agit des responsables de prison. À l'initiative du Comité international de la Croix-Rouge, ces responsables des structures pénitentiaires issues de 9 pays francophones renforcent leurs capacités et la formation porte sur les nouveaux outils théoriques et pratiques pour traiter efficacement les questions humanitaires dans les prisons. Herman Yamien. À la peine prononcée par les juridictions, les pensionnaires des prisons en Afrique doivent aussi subir la peine infligée par les difficultés du milieu carcéral. Entre autres difficultés, la surpopulation des prisons, la mauvaise alimentation des détenus et les violences, ce qui entraîne très souvent des protestations ou des mutineries réprimées brutalement par l'administration déficiente. Aujourd'hui, la gestion de prison suscite toujours le débat. Il se pose en termes de conditions d'hygiène, il se pose un problème en termes d'accès aux soins, en termes d'alimentation et de nutrition. C'est pour mettre fin à ces situations qui n'honorent pas le gouvernement que le Comité international de la Croix-Rouge CICR initie cette formation au profit des hauts responsables des systèmes pénitentiaires et de prisons francophones. La Côte d'Ivoire non plus n'est pas épargnée par les difficultés que rencontrent les établissements pénitentiaires. C'est pourquoi le ministre de la Justice dit attendre beaucoup des conclusions de cette formation. Je souhaite que ce séminaire offre l'opportunité de discussions ouvertes avec vos pairs des autres pays et des experts en vue de développer de nouvelles approches à travers le partage d'expériences. 20 participants issus de 9 pays d'Afrique francophone participent à cette formation qui va durer 5 jours. Je l'annonçais en début de journal, la lutte contre l'exploitation illégale du bois lancée par le ministère des Eaux et Forêts s'accentue sur le terrain. L'unité spéciale d'intervention vient de réaliser un coup de filet. Elle a mis la main sur des milliers de billes de bois coupées frauduleusement. À Danané, c'est un reportage de Kadi Fatiga Fofana.
La forêt se fait rare en Côte d'Ivoire. Plus de 400 000 m3 de bois sont exploités chaque année. La superficie des forêts est passée de 16 millions d'hectares à 2 millions d'hectares. La cause de cette situation, la fraude dans la filière bois. Alors, depuis sa prise de fonction, Dakouri Tablé, ministre des Eaux et Forêts, et ses collaborateurs mènent la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Ici, à Danané, une grosse prise. Dans cette entreprise industrielle de bois, la majorité des billes coupées ne respectent pas les normes. Toutes les billes du parc des Tanry ne respectent aucune norme de la législation forestière. Suite à cela, nous avons constaté aussi à notre arrivée que certains grumiers arrivent sans être marqués et c'est sur le site de Tanry que les billes sont marquées. Comme vous le voyez ici, il y a certaines écritures qui sont dessus. Le numéro de la bille existe, mais il n'y a aucun marteau pour pouvoir savoir quelle est la société qui a exploité. Il n'y a pas ici des numéros de périmètre, il n'y a aucun marquage offert. Or, normalement, une bille doit montrer son origine à travers le numéro du périmètre et quelle est la société qui a exploité. Et cela, c'est le marteau. Et maintenant, le numéro de la bille permet de pouvoir savoir combien de billes ont été coupées sur le périmètre. Et donc, cela démontre que la traçabilité de cette bille ne peut pas être suivie. Il n'y a aucune origine parce qu'on ne pourrait jamais savoir où la bille a été coupée. Conformément à la procédure, l'entreprise Tanry de Danané est donc fermée et une enquête diligentée va situer l'ampleur de la fraude et les conséquences judiciaires à donner. Déjà, la traque des fraudeurs dans l'exploitation forestière a permis dans les villes de Toumoudi et Man la saisie d'importantes quantités de bois sciés et de billons d'étec. Une fraude massive qui fait perdre à l'État chaque année plus de 22 milliards de francs CFA. Au chapitre santé de cette édition, parlons de la drépanocytose, cette maladie qui touche 120 millions de personnes dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'ampleur de la drépanocytose se traduit par un taux de prévalence d'environ 12% de la population. Mais comment se fait la prise en charge? Comment travaille le programme national de lutte contre cette maladie pour freiner l'avancée de la drépanocytose? Élément de réponse avec Raskando. Service hématologie du CHU de Yopougon. Sur ce lit se trouve Aïcha Sangaré, une patiente souffrant de la drépanocytose. Ça se manifeste par les os, ma poitrine, mon ventre. En tout cas, tout mon corps me fait mal. Comme Aïcha, la drépanocytose touche plusieurs personnes. Pour moi, spécialement, c'est rare que ça m'arrive par les os. Une douleur dans l'abdomen, spécialement quand je viens faire des injections. C'est ça seulement qui peut calmer. La drépanocytose, une maladie génétique héréditaire de l'hémoglobine. C'est une maladie qui affecte donc l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge qui est à l'intérieur de nos globules rouges, donc qui donne la couleur à notre sang. Et les patients drépanocytaires ont une hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S. Et cette hémoglobine S a la fâcheuse tendance à former des grandes fibres à l'intérieur du globule rouge et donc à déformer le globule rouge. En Côte d'Ivoire, la prévalence est d'environ 12%. La drépanocytose, une maladie qui se présente sous plusieurs formes. Il y a la forme SS, qui est la forme homozygote, qui est la forme grave, où toute l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A, est remplacée par l'hémoglobine anormale, qui est dénommée hémoglobine S. Donc c'est la forme la plus sévère. Nous avons une autre forme qu'on appelle la forme SC. L'association de l'hémoglobine C à l'hémoglobine S réalise la drépanocytose SC. C'est une forme aussi majeure. À côté de la SS et de la SC, nous avons la drépanocytose associée à une autre maladie génétique qu'on appelle la thalassémie. Lorsqu'elle est associée à la drépanocytose, elle va donner deux formes. La forme SFA2, qui est une forme qui est superposable à la forme SS. Et puis nous avons la forme SAFA2, où nous n'avons que des douleurs, il y a rarement des anémies. Chaque année, 6 000 nouveau-nés souffrent de drépanocytose et 70% d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans. Les patients drépanocytaires qui meurent tôt sont ceux qui n'ont pas les moyens de se traiter. Un malade drépanocytaire pris précocement en charge et bien suivi, il a une espérance de vie qui est superposable à celle du sujet sain. C'est-à-dire qu'on a des drépanocytaires, quand ils sont bien suivis, ils peuvent atteindre 75 ans, 80 ans. La prise en charge reste un volet important
Un examen de sang s'impose chaque mois pour un meilleur suivi. Mais pour les patients, le coût du traitement est excessif. Je suis enceinte de 6 mois. Moi, on m'a dit le jour, ils prennent vent de venir, ils vont me suivre. Le médicament, on dit de prendre la vie, là, c'est cher. Dans le mois, ça te fait 12 000. Donc, si tu n'as pas les moyens, là, tu ne peux pas suivre ça normalement. Pour les spécialistes, la solution est de développer des programmes efficaces. Donc mettre en place le diagnostic néonatal, le dépistage néonatal, former les pédiatres, me semble très important, former également tout le personnel paramédical. L'OMS demande à ses États membres de mettre en place un programme de prévention et de prise en charge intégrée de la drépanocytose. À l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire n'a pas de programme global de prise en charge de la drépanocytose. Dans le cadre de la prévention, le diagnostic prénatal se fait à partir de la 10e semaine de grossesse et impose le test de l'électrophorèse. Un test qui permet de dépister des cas de drépanocytose. Reportage réalisé pour vous par Grace Kando. Dans l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le RHDP qui poursuit sa campagne de mobilisation. Les femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en réunion aujourd'hui ont témoigné leur engagement au RHDP. Elles envisagent de remobiliser les militants en vue des futures échéances électorales. Hors de la Côte d'Ivoire au Nigeria, on tente de trouver une solution pour empêcher la grève annoncée par les syndicats. La grève entre en vigueur en principe demain pour protester contre la hausse des prix du carburant au Nigeria. Le gouvernement qui veut éteindre cette grogne sociale a négocié avec les syndicats. Au Nigeria, après l'appel du Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, 2 syndicats de travailleurs à une grève nationale illimitée à compter de mercredi. Leur auto-dialogue depuis ce lundi entre le gouvernement et les syndicats pour tenter d'éviter une grève générale. Si le huis clos de lundi soir n'a pas encore donné de réponse aux revendications des syndicats liées au prix de l'essence à la pompe qu'ils souhaitent voir passer de 145 naira, soit 420 francs, à 86,5 naira, soit 250 francs CFA, d'autres voix se font entendre, celles des 2 principaux syndicats du secteur pétrolier. Nous n'avons pas l'intention de suivre ce mouvement de grève quoi qu'il en soit. Nous soutenons la dérégulation. Nous avons besoin d'élever des fonds et de soutenir notre économie. Quant au sous-secrétaire au pétrole, lui a laissé entendre que la hausse du prix de l'essence est absolument essentielle pour relancer la croissance, améliorer la confiance des investisseurs et même pour la survie du Nigeria. Le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, traverse une grave crise économique et financière causée par la chute mondiale des cours de pétrole, principale source de revenus de l'État et des réserves en devises. Et jusqu'ici, les importateurs recevaient des subventions pour maintenir un prix assez bas à la pompe. Des subventions auxquelles le pays a mis fin depuis la semaine dernière et qui occasionnent la flambée des prix de l'essence. Au moins 43 morts, c'est le bilan d'une nouvelle série d'attentats à Bagdad. Aujourd'hui, la capitale irakienne vit une 2e semaine consécutive de violence. Et comme mercredi dernier, le quartier chiite a été touché depuis une semaine. Donc, le mode opératoire est le même. Une voiture piégée explose dans les rues de Bagdad ou alors un kamikaze déclenche sa ceinture au milieu des marchés. Un véritable carnage. Pas de revendication pour le moment, mais l'organisation État islamique s'est attribué la responsabilité des attentats de la semaine dernière contre les chiites, considérés comme ennemis jurés des djihadistes. Au Venezuela, Nicolás Maduro a fait un pas de plus vers l'autoritarisme en étendant ses pouvoirs en matière de sécurité, de distribution alimentaire et énergétique. Après la proclamation de l'état d'exception, l'opposition mécontente appelle à descendre dans la rue pour réclamer un référendum afin de destituer Nicolás Maduro. Christelle Nyawa, Abou Sanogo. Le Venezuela de Nicolás Maduro, dénonçant des menaces extérieures, a décrété l'état d'exception, annoncé la saisie d'usines et ordonné des exercices militaires nationaux des forces armées, du peuple et de la milice pour se préparer à n'importe quel scénario. À travers le décret publié lundi, le gouvernement étend durant 60 jours ses prérogatives en matière de sécurité et de distribution alimentaire. L'armée et la police ont pour ordre de garantir la distribution et la commercialisation des aliments et produits de première nécessité.
Le Parlement du Venezuela, où l'opposition est majoritaire, doit débattre ce mardi de cette décision du gouvernement d'accroître pendant 60 jours ses prérogatives dans les domaines du maintien de la sécurité, de la distribution alimentaire et énergétique. Si l'Assemblée nationale rejette ce décret, nous serons, nous, Vénézuéliens, dans l'obligation d'ignorer ce décret, a déclaré Enrique Capriles, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2013 face à Nicolás Maduro dans un entretien téléphonique. Coupures d'électricité quotidienne, pillage de commerce, pénurie et lynchage. Le Venezuela, malgré ses immenses réserves pétrolières, sombre chaque jour un peu plus dans la crise politique, économique et sociale depuis la victoire d'une coalition d'opposition aux élections législatives de fin 2015. Commentaire signé Thomas Gessambi. Je rappelle cette bonne moisson pour la Côte d'Ivoire au bureau de la Banque mondiale à Paris. Le pays vient de mobiliser 7 700 milliards de francs CFA au premier jour de la réunion du groupe consultatif pour le plan national de développement 2016-2020. Le gouvernement ivoirien, je rappelle, recherchait 4 425 milliards de francs CFA. Le secteur public était à l'honneur aujourd'hui. Demain, les discussions se poursuivent avec les investisseurs privés. Salubrité urbaine et assainissement, il en sera question tout à l'heure à 20h50 dans l'émission Décryptage de RTI. Victoria Angwa recevra donc Madame Anne Désiré Ouloto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Ne décrochez pas, bonne suite de programme sur RTI 1.